Bonjour Pierre de Lion. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, qui nous regardent, où qu'ils soient, où qu'elles soient. Cet entretien entre Pierre de Lion et moi devait se dérouler en public vendredi prochain, 6 novembre, à Lille, dans le cadre de la 24e édition de Cité Philo. Et comme vous le savez, cette édition ne peut pas se tenir en présentiel comme on dit aujourd'hui. Et donc, nous avons décidé de vous faire partager un entretien entre Pierre de Lion et moi-même sur la question du thème, sur le thème de cette année, transmettre, et plus particulièrement aujourd'hui, éduquer, instituer. Alors, éduquer et instituer, ça peut sembler redondant, ou éduquer, on voit ce que c'est, instituer, pas toujours. Je rappellerai deux choses. La première, c'est que les institutions, quand on dit institutions de la République, ou les grandes institutions, l'école, l'hôpital, etc., viennent d'une même racine, instituer, un verbe instituer, la racine st, dans les langues indo-européennes, signifie tenir debout ou faire tenir debout. Hein. La fiche de notre cette 24e édition cette année, c'est un enfant en équilibre instable sur les mains d'un adulte, son père ou un autre adulte. Voilà. Et cette institution, vous la trouvez par exemple dans le mot statut, avec un ou avec un T, vous trouvez en anglais dans to stand, vous la trouvez en allemand dans stehen, Stiftung qui veut dire institution en allemand, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc faire tenir debout. Deuxièmement, le mot institution est très ancien. Vous avez une formule médiévale qui disait instituere vitam, instituer la vie, hein, c'est magnifique. Et vous avez même, chez Montaigne, un peu plus tard dans les essais, un chapitre intitulé l'institution des enfants. Et enfin, plus près de nous, Saint-Just, avant l'état du neuf Thermidor, écrivait un livre inachevé qui s'appelle Institution républicaine. Petit livre que le psychiatre Lucien Bonafé, que Pierre de Lion a bien connu, avait toujours sur lui. Vous voyez. Et dans ce livre, on lit des choses du genre il y a trop de lois, il y a trop peu d'institutions. Vous pouvez laisser la loi, les institutions. Et puis cette formule magnifique de Saint-Just qui dit « Nous voulons des lois, nous voulons des institutions civiles telles qu'un enfant puisse résister à un homme inique et puissant. » Voilà. Voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre général de ce thème éduquer, instituer. Et ça, bien entendu, Pierre de Lion est tout à fait désigné pour faire cette conférence inaugurale, en quelque sorte, dans la mesure où il s'inscrit dans le courant de la psychothérapie institutionnelle et de la pédagogie institutionnelle par la même occasion. Et donc, c'est pour ça que je le remercie d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui. Pierre de Lion, vous avez écrit énormément, essentiellement sur l'enfance, l'enfant autiste et l'enfant psychotique. C'est un peu sur ce versant-là que vous avez le plus travaillé. Je rappelle votre thèse, le bébé, l'enfant autiste et la sémiotique. Vous avez enseigné à l'université de Lille jusqu'à une date très récente et ailleurs aussi, bien entendu. Et je me souviens que nous avions présenté votre livre « Mon combat pour une psychiatrie humaine », qui est une sorte d'autobiographie, le jour où Trump a été élu, en 2016. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'indécision, non pas quant à ce que nous allons dire, mais quant à ce que nous allons subir ou voir, ou etc. Voilà, 4 ans après. Alors, Pierre de Lion, je l'ai dit, le thème de Cité Philo, c'est transmettre, mais aussi éduquer et instituer.
qu'est-ce que ces trois verbes, transmettre, éduquer, instituer, vous disent à vous? Qu'est-ce que ça vous invoque? Tout d'abord, merci de cette invitation. L'équipe organisatrice de Cité Philo a montré une créativité formidable depuis que cette réunion polyphonique existe, et je suis très honoré de participer à cette leçon inaugurale. Alors évidemment, transmettre, éduquer, instituer sont trois mots que vous avez rassemblés pour l'occasion, et je trouve que c'est très intéressant parce que effectivement, pour éduquer un enfant, c'est-à-dire le conduire sur le chemin de la vie, il va falloir des institutions pour lui permettre de pouvoir parcourir ce chemin. Et on voit bien que ces institutions vont participer à la transmission de ce qui est nécessaire entre ceux qui prétendent éduquer et les enfants qui en sont le réceptacle. Et je crois qu'effectivement, de lier dans une sorte de dialectique subtile ces trois termes est tout à fait intéressant. Alors, c'est vrai que ce qui me concerne le plus, c'est la question de l'éducation. C'est-à-dire que un enfant qui va sur les recommandations, les conseils, les bras de ses parents, pouvoir au fond parcourir ce chemin existentiel qui va le conduire à l'adolescence et à l'âge adulte, on voit bien que les conditions dans lesquelles ses parents vont l'accompagner sont des conditions qui vont changer progressivement de niveau, de statut, de qualité. Au tout début, quand le petit enfant est encore un fœtus dans le ventre maternel, il est porté par sa mère, et évidemment, il ne fait pas beaucoup d'efforts, sauf ceux de grandir, ce qui est déjà très important, à l'ombre du ventre maternel. Une fois qu'il est né, il va se retrouver écrasé par la pesanteur, et alors cette question de grandir, de se développer, de se mettre droit, de s'ériger, puisque je reprends tout à fait à mon compte l'étymologie de ce Steen, de ce instituere, c'est quelque chose qui va être, on pourrait dire, son premier travail de petit homme. Bien sûr, il va falloir qu'il se nourrisse, qu'il mange, qu'il fasse tout un tas de choses physiologiques. Mais on oublie souvent que peut-être plus déterminant encore que ça, la question de se redresser est la tâche qui l'attend dans le premier temps de sa vie. Et au fond, c'est pour ça que cette articulation entre transmettre et éduquer est si importante. On voit bien qu'un enfant va pouvoir se redresser pour se mettre debout face à la vie, face au monde, et pouvoir au fond assumer cette position progressivement, va dépendre beaucoup de la manière dont ses parents vont lui transmettre ce désir de se mettre debout. Et au fond, c'est les conditions qui vont entourer cet enfant pendant cette première année de la vie si essentielle sont très importantes pour qualifier la manière dont les parents et les adultes qui s'occupent d'un enfant peuvent transmettre à cet enfant ce qui va lui permettre de se tenir debout pendant son existence. Alors, Pierre de Lion, il y a un concept Winnicott que vous reprenez à votre compte et que vous développez dans vos livres, surtout les derniers livres, c'est la question de la fonction phorique, du verbe grec qui veut dire porter. Donc, on pourrait traduire ça holding, dit Winnicott, vous dites portage, fonction phorique. Qu'est-ce que la fonction phorique et jusqu'où l'étendez-vous, puisque vous parlez aussi dans vos livres de fonctions sémaphoriques, métaphoriques. En quoi cette notion, dans votre travail, est-elle essentielle? Alors, cette fonction phorique est d'abord une fonction éducative par essence, c'est-à-dire je porte mon bébé tout le temps qu'il ne peut pas se porter lui-même. Alors, on a tout de suite l'image du Christ qui a donné le prénom Christophore, c'est-à-dire celui qui porte le Christ. Ce Christophe qui va porter le Christ va le porter pour traverser la rivière. Mais si cette fonction m'a beaucoup intéressé, la fonction phorique, c'est parce que les parents non seulement portent le bébé dans leurs bras pour qu'il se tienne à leur hauteur et qu'il puisse communiquer avec le monde, mais on oublie souvent qu'ils le portent aussi dans leur esprit et que ce bébé-là, bien entendu, va faire l'objet de préoccupations bien au-delà du portage physique pendant tout son développement.
Et au fond, cette fonction phorique vient caractériser tout ce que les parents peuvent apporter à leur enfant pour qu'il puisse un jour se tenir debout, c'est-à-dire se tenir dans une autonomie relative. N'exagérons pas l'autonomie. L'autonomie absolue n'existe pas, ou vraiment ce serait une dystopie. Ce qui est très intéressant, c'est l'autonomie relative. Eh bien, on pourrait dire que les parents, jusqu'à ce que leur enfant devienne un autonome relatif, vont avoir besoin de cette fonction phorique qui va être la préoccupation que les parents ont pour leur enfant tout ce temps de développement. Alors c'est vrai que je l'ai étendu, cette fonction phorique, bien au-delà de la question de l'éducation, à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation qui les met en état de dépendance vis-à-vis de leur environnement. On appelle aujourd'hui, par facilité, les handicapés, mais ça concerne vraiment tous les gens qui sont en grande difficulté pour se tenir dans leur vie quotidienne. Et au fond, les personnes malades, notamment les malades en psychiatrie, font partie de ces personnes qui me préoccupent beaucoup et pour lesquelles j'ai essayé d'étendre ce concept de fonction phorique. Il s'agit en quelque sorte pour les soignants, pour les éducateurs, pour les pédagogues, mais principalement pour les soignants, ce qui me concerne, de porter le patient tout le temps qu'il ne peut se porter lui-même. Et non seulement dans nos bras, ce qui arrive de temps en temps, on est obligé de les porter parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, mais surtout dans notre préoccupation psychique pour eux. Et c'est pour ça que j'ai un peu étendu cette fonction phorique à d'autres fonctions un peu supplétives ou complémentaires que j'appelle d'une part la fonction sémaphorique, c'est-à-dire quand je suis en contact avec quelqu'un que je suis amené à porter parce qu'il ne peut pas le faire tout seul et tout le temps, eh bien, je reçois un certain nombre de signes dans mon appareil psychique qui vont m'aider à comprendre quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Et si je partage ces difficultés de portage d'une personne en difficulté elle-même avec d'autres soignants, avec des pédagogues, avec des éducateurs, avec les parents de l'enfant handicapé, etc., eh bien, le fait que je puisse partager mon point de vue avec eux dans une sorte de réunion qui est une structure de rencontre entre les différentes personnes concernées, alors va s'exercer une fonction qui est celle de rassembler les points de vue de chacun. Alors, la première fonction, je l'appelle la fonction phorique, le portage général. La deuxième, se préoccuper de ce qui se passe comme difficulté de l'autre. Moi, en tant que soignant, je l'appelle la fonction sémaphorique. J'accueille dans mon appareil psychique les signes de la souffrance de l'autre. Mais quand je partage avec tous les autres partenaires cette préoccupation, et dans le cadre d'une réunion, que j'appelle aussi une réunion de constellation transférentielle à l'image de Toscaïès et Doury, eh bien, nous exerçons ensemble une fonction métaphorique, c'est-à-dire que nous travaillons sur quel est le sens de ce qui se passe avec cette personne pour qu'on puisse l'aider à retrouver lui-même le sens et donc à traverser et à transcender les difficultés qu'il rencontre. Alors, Pierre de Dion, je note qu'il y a donc un élargissement de la fonction phorique vers une fonction phorique institutionnelle. Exactement. Je voudrais poser une question d'actualité, parce que qu'est-ce que c'est que le portage? Je reviens brièvement à l'enfant, au nourrisson. Le portage, c'est les bras. Vous avez dit « to hold » en anglais, c'est tenir dans les bras, tenir embrassé. Et les bras de l'adulte, des adultes, forment une sorte d'assise pour l'enfant. Et cette assise ne tient que si l'enfant n'a pas la crainte, l'angoisse, que ses bras vont s'ouvrir et l'enfant tomber. Donc il faut une confiance implicite de l'enfant dans les bras de l'adulte. Est-ce que justement, ma question c'est, est-ce que justement nous ne sommes pas peut-être d'une certaine manière entrés dans une phase où le portage ne va pas de soi, que la confiance de l'enfant est ébranlée ou entamée. Voilà. Absolument. Quand Winnicott décrit les fonctions nécessaires pour une mère suffisamment bonne, une mère adéquate sans plus, comme dit Joyce McDougall,
il insiste sur le holding, c'est-à-dire le portage. Je porte le petit enfant dans mes bras, et je note d'ailleurs à cette occasion que tous les professionnels de la naissance ont une crainte fondamentale en eux, qui est celle que le bébé qui va naître leur échappe des mains et puisse justement être soumis d'emblée à la pesanteur. Et donc, on voit bien que cette fonction phorique commence dès le début de la vie. Et il insiste sur le fait que ce portage va donner à l'enfant l'impression de sécurité dont vous parlez, Jean-François. Et je crois que cette impression sécure pour l'enfant est fondamentale et fait partie des choses qu'il va intérioriser par transmission directe de ses parents, qui vont lui donner l'impression d'avoir une impression de sécurité qui, au fond, va le poursuivre toute sa vie, va l'accompagner toute sa vie. 65% pour les théoriciens de l'attachement de la population humaine a la chance de partager ce sentiment de sécurité. Mais ça veut dire qu'il y a 35% des gens qui partagent pas ce sentiment de sécurité, et donc les théoriciens de l'attachement parlent de, on pourrait dire, climat insécure pour eux. Et donc, on voit bien que un certain nombre d'enfants se posent cette question fondamentale que vous posez: est-ce que les bras de mes parents vont me tenir pour que je ne tombe pas? Et on voit bien que les mauvais traitements, les abus sexuels, la négligence, toutes ces choses-là sont des éléments pour lesquels les enfants ne se sentent pas en sécurité dans leur milieu familial. Mais Winnicott insiste aussi sur un deuxième élément très important qu'il appelle le handling, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, au moment du change, de la tétée, des jeux qu'on fait avec les petits bébés, manipuler leur corps de façon bienveillante pour leur faire découvrir toutes les compétences qui sont les leurs. Et on voit bien que holding et handling, c'est-à-dire ces deux fonctions fondamentales des parents pour l'enfant, vont constituer ce qu'on pourrait appeler une contenance. Et cette contenance, quand elle est sous le règne du sécure, de la sécurité, pas au sens de Sarkozy, mais au sens de la sécurité interne, eh bien, c'est quelque chose qui va aider l'enfant qui se développe tout au long de sa vie. Et ça va l'aider dans quel élément notamment? Ça va l'aider dans cette capacité que l'enfant a, une fois qu'il se sent en sécurité, de pouvoir se laisser présenter le monde. Et Winnicott décrit sa troisième fonction essentielle comme étant object presenting, c'est-à-dire présentation du monde par les parents. Et on voit bien que cette présentation du monde est possible si l'enfant se sent en sécurité. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, vous avez absolument raison, la fonction contenante, la fonction de sécurité interne qui est transmise à l'enfant est très déterminée par la façon dont les parents la transmettent à leur enfant, et notamment l'ambiance dans laquelle se passe cette transmission. On voit bien que si on est avec notre enfant, qu'on fait un certain nombre de choses avec lui qui lui permettent de découvrir le monde, que ce climat de sécurité l'entoure, eh bien, on va voir progressivement l'enfant pouvoir se détacher de l'adulte, parce que, en appui sur cette sécurité, il peut un peu s'éloigner de lui. Et on décrit ces enfants qui peuvent jouer seuls en présence de leur mère, puis seuls sans présence de leurs parents, etc. On voit bien que l'éloignement, la séparation va être progressivement possible. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de parents ont peut-être un peu tendance à confondre être présent à son enfant et lui donner des instruments qui permettent de valider cette présence, comme on dit aujourd'hui, sous la forme non plus présentielle, puisque c'est un mot que vous avez utilisé qui fait irruption dans le langage ces temps-ci, mais de façon virtuelle, et notamment par les objets que nous connaissons bien, l'iPhone, les écrans de différents ordres, etc. Et on voit bien que les parents confondent peut-être un peu ces objets de consommation avec la présence incarnée, physique et psychique auprès et autour de leur enfant. Et évidemment, on voit bien que les enfants vont avoir tendance à investir beaucoup ce qui est virtuel au détriment de ce qui est, au fond, présentiel. Et ça va sans doute les fragiliser dans le sentiment qu'ils ont d'être en sécurité. Et ça, je crois que c'est un élément qui a beaucoup de conséquences sur des pathologies qu'on décrit beaucoup actuellement, l'hyperactivité, l'inhibition, etc., qui sont des éléments qui sont quand même beaucoup plus présents aujourd'hui dans le monde contemporain des enfants qu'ils l'étaient autrefois.
Oui, je reviens un peu à ce que vous avez dit à l'instant sur la présentation ou la représentation du monde. C'est très intéressant parce que ça résonne avec Hannah Arendt, qui est assez loin de Winnicott dans ses préoccupations, mais ça la rejoint dans la mesure où elle dit dans un gros article qui s'appelle Crise de l'éducation, que l'enseignant, l'instituteur, le prof, etc., est dans sa classe le représentant du monde pour les enfants. Il présente le monde. Et elle ajoute, ce qui paraît important pour notre sujet, il ne présente pas le monde idéal. C'est pas Disneyland. Il présente le monde tel qu'il est. C'est-à-dire toujours mal fait, quoi. Oui, alors ça c'est une dimension, vous avez raison, qui est tout à fait essentielle parce que ça vient, on pourrait dire, tempérer la présentation que je faisais un peu idyllique des parents qui permettent de créer un climat sécure autour de leur enfant. Mais j'ai insisté sur le fait que Winnicott, de son côté, à côté de ce que disait votre philosophe, insistait beaucoup sur, au fond, le fait que la mère n'est pas une mère idéale, le père n'est pas un père idéal, mais ce sont des êtres limités. Et c'est pour ça que la traduction de Good Enough Mother était préférée par Joyce McDougall, était justement améliorée par la traduction adéquate sans plus, pour bien insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un idéal parental, mais il s'agissait de parents, on pourrait dire, ordinaires, les parents de tout le monde. Et ces parents de tout le monde sont des parents limités. Vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que l'instituteur est le représentant du monde pour l'enfant dans la classe, un petit peu à l'image de Célestin Freinet, qui déjà faisait rentrer le monde dans la classe des enfants dès les écrits et les dits de Matthieu. Et je crois que c'est très intéressant de bien insister sur cette fonction limitée des parents. Parce qu'on pourrait dire que les parents, pendant les 3 premières années de la vie, vont être peut-être avec les gardiens, les nourrices, les assistants maternels, les crèches, ceux qui vont s'occuper de ce petit enfant de 0 à 3 ans et qui vont lui présenter le monde de leur point de vue. Mais s'ils le présentaient comme un monde idéal, avec des parents idéaux, eh bien, ce petit enfant subirait de ce fait un handicap sérieux, puisqu'il se pointerait ensuite à l'école, à 3 ans, à l'école maternelle, avec déjà constitué en lui une sorte d'idéal inatteignable d'emblée. Et on voit bien que le fait que ses parents soient des parents limités, peut-être, on pourrait dire, castré symboliquement, comme proposent les psychanalystes, eh bien, ça permet d'entretenir chez l'enfant l'idée que ses parents lui ont apporté ce climat sécure qui est nécessaire pour la présentation du monde, mais qu'un certain nombre de questions qu'il posait, soit directement, soit indirectement à ses parents, il a bien vu que ses parents ne pouvaient pas répondre. Et on pourrait dire que c'est le moteur qui va entretenir la curiosité intellectuelle qui est le moteur nécessaire pour pouvoir bénéficier le plus adéquatement de l'école. Et je crois que quand un enfant qui a eu des parents limités arrive à l'école, va pouvoir investir ce nouveau lieu de la connaissance comme un lieu dans lequel il va pouvoir trouver des réponses à des questions auxquelles il n'a pas trouvé réponse quand il était avec ses parents. Et plutôt que de se retrouver dans un système qui est un système de rivalité, mon instituteur est mieux que mes parents, il aura été, on pourrait dire, façonné, confectionné artisanalement par ses parents sur le mode de j'ai des modèles qui sont importants pour moi, mais ce sont des modèles qui ne sont pas finis, qui ne sont pas idéaux. Ce sont des modèles calqués sur une réalité partagée. Et ce modèle-là va rentrer dans l'école avec lui et va considérer que son instituteur est aussi un modèle qui est un modèle d'instituteur qui n'est pas fini et qui va pouvoir lui apporter complémentairement à ses parents un certain nombre de réponses, mais pas toutes les réponses. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui est une confrontation avec le principe de réalité qui est absolument fondamental dans la transmission à nos enfants pour qu'ils puissent se sentir non pas
écrasés par des idéaux qui s'imposeraient à eux et qui continueraient à faire ce travail de pesanteur et d'écrasement, mais comme des êtres en construction permanente tout au long de leur vie. À notre âge, Jean-François et moi, il est tout à fait évident que nous continuons à avoir un plaisir tout à fait important à rencontrer des choses que nous ne connaissons pas, et c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui résulte de cette institution des limites qui permettent à l'enfant de pouvoir faire ce chemin de recherche, on pourrait dire au sens strict, tout au long de sa vie. Acheminement vers la parole, disait un certain. Eh bien, je crois que là, c'est acheminement vers une civilisation qui n'est jamais finie. Oui, Pierre, je partage entièrement ce que vous dites. Je note au passage que le sans limite, l'illimité, est effectivement quelque chose de très angoissant pour l'enfant, pour l'adulte que nous sommes aussi, bien entendu. Hein, l'apeiron, comme on disait en grec, c'est le mot racine péras, la limite, qu'on trouve dans périphérie, etc., et qu'on trouve dans un vieux mot qui a été relevé il y a un demi-siècle par Spitzer, puis Jacques Scott, vous avez bien connu, le périécon, c'est-à-dire l'enveloppe, l'ambiance limitée, mais qui est une ambiance limitée sécure, qui permet précisément d'avoir une place dans le monde. Hein. Et la question, évidemment, qui se pose, c'est est-ce qu'il y a deux possibilités. Soit on est dans l'illimité, on n'en sort pas, et donc tout est possible, etc. Donc tous les idéaux de rechange vont être utilisés. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes adultes et d'adolescents qui ne connaissent que les limites de leur chambre, dont ils ne sortent pas, puisque le monde leur apparaît à travers leurs écrans, essentiellement. Est-ce que c'est pas aussi un aspect, justement, de la crise un peu actuelle dont vous parliez à l'instant? Oui, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse possibles à votre réflexion. Il me semble, la première qui me vient à l'esprit, c'est quand même quelque chose qui concerne le fait que le petit enfant dans son développement, dans sa première, deuxième, troisième année, va avoir comme tâche essentielle de découvrir quelles sont les compétences qui sont les siennes, dans un certain climat, disons, affectif, cognitif, développemental général. Et donc, il va découvrir que, par exemple, il peut prendre avec sa main au bout de quelques mois et choisir des objets qu'il aime, qu'il garde auprès de lui, des objets qui l'intéressent pas, qu'il rejette ou qu'il met à distance. Et puis, progressivement, il va marcher. Et il va donc pouvoir aller vers des choses qui l'intéressent et ne pas aller vers des choses qui ne l'intéressent pas. Et on voit bien que progressivement, cette découverte des compétences qui sont les siennes pourrait le conduire vers quelque chose qui est justement l'absence de limite. On pourrait imaginer que la chose suivante, à 18 mois, 2 ans, je peux aller là où je veux et je n'irai pas là où je ne veux pas pour prendre les objets que je veux et ne pas prendre les objets que je ne veux pas. C'est-à-dire l'apogée de la toute-puissance infantile. Or, on voit bien que cette difficulté développementale que rencontrent un certain nombre d'enfants dans leur famille, qui sont très peu limités par la fonction parentale limitante, si elle ne rencontre pas de façon subtile au fur et à mesure de son épanouissement, de son déploiement dans son développement, si elle ne rencontre pas cette fonction limitante parentale, la compétence en elle-même ne peut conduire qu'à la toute-puissance infantile. Et donc, on voit bien que, en même temps qu'il faut accompagner l'enfant sur la découverte de toutes les compétences qui sont les siennes pour qu'il fasse, au fond, feu de tout bois dans sa découverte du monde et sa manière de posséder le monde au sens non pas de la présentation, c'est-à-dire le monde est à moi seulement, mais au sens de la représentation, c'est-à-dire les choses du monde qui m'intéressent, je les intériorise, eh bien, cette fonction limitante parentale va aider l'enfant à pouvoir découvrir progressivement que des choses sont possibles pour lui, mais à la condition qu'elles n'empiètent pas sur ce qui est possible pour l'autre.
Et on voit bien que l'intériorisation de ce que j'appelle pompeusement la catégorie philosophique de l'autrui par l'enfant dans la deuxième année de sa vie notamment, est on pourrait dire, une transmission fondamentale que les adultes ont à relayer à l'enfant qui se développe. Sinon, on voit bien que l'illimité, la toute-puissance infantile et toutes ces dérives qu'on voit chez un certain nombre d'adultes, y compris dans le monde politique aujourd'hui, y compris aujourd'hui même aux États-Unis, eh bien, c'est quelque chose qui a des conséquences pour pervertir le monde dans son fonctionnement sociétal. Et donc, je crois que vous avez tout à fait raison. Cette enveloppe de sécurité, c'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle je peux éprouver la liberté d'être au monde, mais en même temps éprouver cette liberté du fait même que je respecte la liberté des autres. Et on voit bien que dans cette question qu'on essaie de développer à Lille, par exemple, autour de la prévention de la violence dans les écoles, dans les ateliers philo qu'on fait avec les instituts, on voit bien que l'enfant qui arrive à l'école maternelle a plutôt cette potentialité de toute puissance infantile et que la cour lui appartient, les autres lui appartiennent, les jeux lui appartiennent, la maîtresse lui appartient et que sans ce travail civilisateur que font les enseignants, cet enfant-là va déployer cette toute puissance jusqu'au lycée de façon exponentielle. Et on voit bien que, par exemple, dans un atelier philo, le simple fait que les enfants soient amenés à donner les uns après les autres, leur avis au groupe qu'ils représentent, c'est quelque chose qui les aide à travailler sur la limitation de cette toute-puissance. Et on voit bien que cette fonction civilisatrice de l'école est quelque chose qui vient s'appuyer sur cette enveloppe dont on parlait précédemment, qui a été co-construite par les parents et l'enfant. Et si cette enveloppe n'a pas commencé à être construite par les parents, eh bien, l'institut sera très en difficulté pour la construire seul avec l'enfant. Et donc, on voit bien que la prévention qui permet d'aller vers plus de liberté pour tous, c'est-à-dire une liberté partagée par autrui et soi-même, c'est quelque chose qui se constitue à l'abri de la sécurité interne que l'enfant se voit transmettre par ses parents d'abord, puis par l'école ensuite. Et ça, je crois que c'est un fondamental de ce qui se passe aujourd'hui. Et les pathologies qui en résultent, par exemple l'hyperactivité et toutes ces choses-là, sont en rapport avec le fait que des enfants ont beaucoup de mal à trouver les limites, y compris corporelles, mais qui sont toujours, comme on le sait, corporo-psychiques. Oui, alors je vous remercie de cet éloge, pour cet éloge des ateliers philo à l'école. Effectivement, c'est tout à fait intéressant et fondamental. En vous écoutant, je me souviens, et c'est l'autre aspect de la question, de ces enfants, ces adolescents qui disaient en gros, j'aime pas l'école parce qu'à l'école, on veut nous apprendre des choses qu'on sait pas. Comme dit, il y a un livre magnifique de Marguerite Duras, c'est un film aussi, La pluie d'été, où un enfant surdoué dit je n'apprends que ce que je ne veux apprendre que ce que je sais déjà. Est-ce que c'est une auto-limitation ou un auto-enfermement? Ça rejoint la question précédente que vous évoquiez sur le fait que l'adolescent se retranche dans sa chambre pour être en lien avec le monde par le virtuel, mais sans y être confronté dans sa réalité. On voit bien que le virtuel a ceci de particulier. Je rappelle étymologiquement, ça veut dire que je vois le monde en potentialité. Hein, c'est vraiment le monde en puissance. La grande difficulté de considérer que c'est un véritable moyen de communication avec autrui, c'est que si ça me fatigue, ce que les autres m'apportent, c'est-à-dire la réalité de ce qui m'amène, eh bien, je ferme le canal et je suis tranquille et je peux continuer à élucubrer dans ma toute-puissance infantile conservée pendant l'adolescence. Donc, on voit bien que, en fait, c'est plutôt l'évitement de la rencontre avec autrui que le virtuel permet. Et on voit bien d'ailleurs que tous ces tombeaux, c'est un beau lapsus, tombeaux d'insanité qui sont répandus sur les réseaux sociaux ne peuvent exister que parce que les gens le font de façon anonyme.
s'ils étaient confrontés à la nécessité éthique de pouvoir assumer les propos que je tiens, ben, les réseaux sociaux seraient réduits très rapidement à cuillère, parce que les gens ont très peu de courage, malheureusement, et ne veulent pas assumer les paroles qui sont les leurs. Je le sais particulièrement pour avoir été dans cette position de recevoir toutes ces insanités. Donc, je crois que cette idée que je m'isole pour en fait choisir ce que je vais apprendre, etc., comme vous le dites très, très justement et ironiquement, c'est quelque chose qui est en fait un évitement majeur de la rencontre avec l'autre. Et d'un certain point de vue, ça c'est soumis aux hypothèses freudiennes. Je continue à fonctionner sur le monde du principe de plaisir-déplaisir et je ne veux pas rencontrer le principe de réalité. Et on voit bien qu'à ce moment-là, tout se passe comme si l'enveloppe utérine continuait tout le temps de l'adolescence et que les murs de la chambre continuent à me protéger du monde. Et en fait, quand la naissance va vraiment arriver, c'est-à-dire quand la porte de ma chambre va s'ouvrir et que je vais rencontrer les autres, eh bien évidemment, le drame est au rendez-vous, on pourrait presque dire obligatoirement, puisque je n'ai pas été préparé progressivement par étayage successif à cette rencontre avec la réalité de laquelle je dois tenir compte pour pouvoir intérioriser en moi ce que la fonction limitante parentale avait commencé à faire de façon extérieure. Et je crois que toutes ces choses-là sont vraiment les transmissions, on pourrait dire explicites et implicites de l'éducation qui vont permettre à un enfant de grandir. Et on voit bien que quand ça n'a pas lieu, alors un certain nombre d'institutions, notamment dans le sanitaire, le pédagogique et l'éducatif, sont nécessaires puisque les enfants devenus adolescents sans limite sont confrontés à des réalités qu'ils ne peuvent pas du tout supporter ni assumer, qui leur font dire des choses aussi paradoxales que ce que vous évoquez. Je ne veux apprendre que ce que je sais déjà, c'est-à-dire vraiment on pourrait dire le paradoxe de l'œuf, qui ne veut pas sortir de sa coquille. Et évidemment, on peut imaginer que les rencontres pour de telles personnes sont forcément des lieux de souffrance insupportables et qu'évidemment, le passage à l'acte est au bout du chemin. Alors, ça nous ramène à une question précédente sur la contenance, notamment la contenance institutionnelle, c'est-à-dire les structures de soins, d'éducation, comme vous voudrez, spécialisée ou pas. Qu'est-ce qui fait que la contenance, ça peut virer à la contention? Qu'est-ce qui fait que le fait de limiter va se résoudre en isolement? Vous voyez, des choses comme qu'on a pu voir pendant le premier confinement. Ils sont répandus, malheureusement, de plus en plus. C'est très intéressant que vous essayiez de jouer sur cette dialectique subtile entre contenance et contention. On voit bien que, d'un certain point de vue, la contention, sauf exception, je pense qu'il ne faut pas non plus faire les saints laïcs et se dédouaner de toute nécessité de contention. Un grand criminel a besoin d'être en prison quand il est déclaré responsable par le tribunal et les juges qui y siègent. Une personne qui est très en grande difficulté, je pense par exemple à une maladie qui s'appelle la mélancolie, qui consiste à vouloir mourir parce que on s'accuse de choses qui sont délirantes. Si je suis vraiment mélancolique profond, je peux dire par exemple la sécurité sociale est en déficit à cause de moi. Alors évidemment, c'est d'une mégalomanie retournée subtile, oui. Mais ce mélancolique-là voudra donc se suicider. Et on sait bien que c'est le risque majeur de la mélancolie, le suicide. Eh bien, si je suis devant un patient comme ça qui veut passer par la fenêtre et que je suis au 3e étage, je vais le contenir dans mes bras pour l'empêcher de le faire. Donc là, on pourrait dire que c'est pas de la contention au sens répressif, mais c'est de la contention au sens de je retiens l'autre de faire des choses qu'il doit éviter de faire. Alors on voit bien que ces précautions prises, la contention est devenue dans beaucoup de cas aujourd'hui un moyen de contenance par défaut.
Et d'un certain point de vue, la psychiatrie publique, puisqu'on parle du service de psychiatrie, qui est en train de connaître une sorte de hum, mort programmée par un État français depuis plusieurs euh, mandats présidentiels, la psychiatrie publique avait développé, grâce à la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie de secteur, un mode d'approche des patients qui était un mode extrêmement respectueux et qui essayait de leur apporter une fonction contenante quand les patients étaient dans des états de déshérence redoutables pour eux et pour leur environnement. Un mode de contenance qui consistait à les accueillir, à faire avec eux un travail d'accueil très important pour qu'ils se sentent en confiance. Et à partir de ce travail d'accueil, un travail diagnostique et un travail d'indication de soins en fonction de leur état. Un suivi ambulatoire pour la plupart d'entre eux, une hospitalisation de jour pour ceux qui étaient résolument malades mais qui peut-être pouvaient continuer à vivre dans leur famille, une hospitalisation à temps complet pour ceux qui étaient dans des états pathologiques aigus, enfin une sorte de contenance qui était une sorte de costume sur mesure thérapeutique pour chacun d'entre eux, construit pour chacun d'entre eux. Et on voit bien que cette manière d'approcher les patients extrêmement singulière, respectueuse de chacun d'entre eux, était possible parce qu'une grande équipe de psychiatrie de secteur s'occupait de tous ces patients qui étaient sur le secteur géodégraphique dont ils avaient la charge. On a vu les moyens diminuer, on a vu les conditions de fonctionnement encadrées par ce qu'on appelle habituellement maintenant le new management, c'est-à-dire une gestion des équipes de soins calquée exactement sur les entreprises qui fabriquent des chaussures et qui ne correspondent absolument pas à la manière dont on peut continuer à entretenir une fonction contenante pour les patients par une équipe de soins. Et on a vu que progressivement, cette dégradation des conditions de fonctionnement des équipes de psychiatrie conduisait au fait que les services se refermaient sur eux, les patients étaient enfermés dans leur chambre, étaient contenus dans leur lit par des camisoles de force, nouvelle formule, et on ne peut constater que c'est le résultat d'une déshumanisation progressive de la psychiatrie, et en plus sous le couvert d'une soi-disant neuroscientifisation de la psychiatrie. Eh bien, si on fait de la psychiatrie une discipline qui est uniquement neuroscientifique, qui est très bien en soi, mais sans y accorder toute l'humanité qui est nécessaire à maintenir dans les liens entre les patients et les soignants, eh bien, on constate depuis quelques années que le nombre des contentions de patients croît de façon exponentielle. Le nombre de services fermés dans les services de psychiatrie croît également de façon exponentielle. Il serait facile de dire c'est les psychiatres et leurs équipes qui sont responsables de cet état de fait. Il n'en est rien. Les soignants sont obligés de faire ça par défaut. Et je crois que ça vient illustrer tout à fait cette espèce au fond, de déshumanisation progressive d'une fonction qui, chez chacun d'entre nous en tant que professionnel, est absolument nécessaire pour border la manière dont on va accueillir un patient et lui réserver une contenance là où, faute de moyens humains, on lui accorde une contention. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le constat d'un échec terrible de l'évolution récente de la psychiatrie que vous mettez en évidence par le fait que les contentions sont devenues soi-disant un moyen de soin. Je trouve que c'est vraiment un paradoxe absolument insupportable et il y aurait lieu de demander à l'État de revenir sur cette politique de la psychiatrie qui est, on pourrait dire, scandaleuse et de réarticuler toutes les avancées des neurosciences qui sont faites actuellement avec une démarche humaine qui est absolument structurellement nécessaire pour exercer la psychiatrie. Vous citiez Scott, quand il avait fait le travail d'avant-garde extraordinaire qu'il a fait pour refabriquer, on pourrait dire, une psychiatrie digne de ce nom, il avait pris le soin de l'appeler anthropopsychiatrie. Eh bien, aujourd'hui, l'absence de l'anthropo en psychiatrie conduit à la contention.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Et peut-être que ce qui est humain dans la psychiatrie, ce serait justement la parole. C'est intéressant qu'un des tout premiers articles publiés de Freud est un article où il dit, je cite de mémoire, pour soulager, pour soigner la souffrance psychique, il faut employer des moyens psychiques, et le premier des moyens psychiques, c'est la parole. Alors, dans l'exemple du mélancolie que vous donniez, je parlais de la mélancolie, je me souviens de ce grand historien de l'art, Ami Warburg, qui était un grand mélancolique. À la fin, le 11 novembre 1918, il se dit, et il dit à son entourage, je suis l'unique responsable de la défaite de l'Allemagne pendant la guerre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un mélancolique? On peut lui dire, mais non, c'est pas vrai, mais il en est persuadé, donc il s'accroche à ça. Alors, si on lui dit, c'est pas vrai, ça marche pas. Et si on lui dit, oui, donc tu t'imagines que tu es le plus grand des salauds, mais en fait tu es un salaud ordinaire comme tout le monde, ça a peut-être des chances de marcher. Et bien évidemment, il faut quand même qu'on passe par des moyens parfois comme l'électrochoc, etc. Dans ce cas précis, bien entendu. Hein. Mais toujours accompagné de la parole. Enfin, c'est ce qui me paraît, moi, fondamental. Hein. Ou comme Jean-Houry en parle, disant qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au réveil. Quand on fait un électrochoc ou une insulinothérapie, il faut qu'il y ait quelqu'un au réveil et qui parle. Oui, je pense que cette notion est tout à fait essentielle. On pourrait presque dire, d'un certain point de vue, que ce qui distinguerait une psychiatrie vétérinaire d'une psychiatrie humaine, c'est la parole. Et on voit bien que on peut faire peut-être des neurosciences d'une façon très très objectalisante, c'est-à-dire en considérant le patient comme un objet d'étude et de recherche, et le mettre à distance et se satisfaire de remplir des grilles sans même lui adresser la parole et de conclure qu'il présente telle pathologie prévue dans le DSM-5 et donc tel traitement est nécessaire pour telle pathologie dans un protocole a priori. Mais il me semble que si on veut accéder à une psychiatrie humaine, il faut environner tout ça d'échanges paroliers avec le sujet, même, paradoxe, quand il n'a pas la parole lui-même. Je pense notamment aux enfants autistes pour lesquels, dans un certain nombre de cas, ils ne disposent pas de cette possibilité de communiquer avec l'autre, et c'est pas pour autant qu'on doit rester comme des sphinx devant eux. D'ailleurs, sphinx à voir avec sphincter, c'est tout à fait intéressant. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à pouvoir articuler dans les dispositifs d'accueil des patients qui constituent avec eux des institutions. Et on pourrait dire que cet accompagnement par la parole, c'est quelque chose qui est un commentaire nécessaire, comme un petit bébé qui est en train de découvrir le monde quand il est tout petit et qu'il saisit un objet et qu'il ne sait pas très bien quoi en faire et qu'il le montre à son papa ou à sa maman, le parent qui est là en train d'observer cette découverte du monde par son bébé ne reste pas comme un sphinx. Il est en train de commenter. Ah, tu prends le petit jouet de ta grande sœur pour le mettre dans ta bouche, mon petit. Et on voit bien que ce commentaire par la parole donne un lest à cet enfant qui est en train de vivre ces expériences, qui va l'accompagner progressivement vers un monde de langage, un monde interlangagier. Donc, c'est tout à fait essentiel que dans les situations de la psychiatrie, qui sont des situations souvent dans lesquelles les patients se sentent en grande déshérence, pour pas dire dans des états d'angoisse archaïques, a besoin, absolument besoin, de vérifier que les expériences qu'il est en train de vivre, même si elles sont dramatiques, sont commentées par celui avec lequel il est en train de les traverser. Et ça, je vois que dans la mélancolie, dans l'exemple que vous donniez, la guerre de 14-18, la sécurité sociale, il ne s'agit pas de dire a priori, il faut que je lui dise ça pour pouvoir le faire sortir de sa mélancolie. Il s'agit, en situation d'expérience partagée, de se laisser aller à ses intuitions soignantes et de commenter de la manière qui semblera la plus propice pour que ce patient sente
qu'il est dans un monde où il n'est plus tout seul. Et là, on retrouve la fonction phorique. Dans le monde où je suis tout seul, j'ai un sac à dos qui pèse 200 kilos, qui est rempli de poids de fonte, et je suis tout seul à le porter ou à tenter de le porter, et je vois bien que je n'y arrive pas, je vais tomber dans le précipice. Quand ce sac à dos, j'ai l'impression que je peux en passer la moitié à celui avec lequel je parle, parce que je vois bien qu'il est sensible à ce que je traverse, eh bien, ce demi-poids de sac à dos est autant de gagné dans la première rencontre avec un autre. Et les commentaires ne peuvent pas être absents de cette rencontre. Je crois que c'est un des travaux absolument essentiels des psys d'aujourd'hui, des psychistes, comme disait Toscaïès, de pouvoir commenter cette rencontre pour pouvoir dire à l'autre, avec nos moyens, tu n'es pas tout seul, Jeff. C'est quelque chose qui est très important dans les premières rencontres. Et quand ce contrepoint va s'enrichir au fur et à mesure des rencontres, on voit bien qu'on accède à un travail qu'on appelle aujourd'hui psychothérapie et qui est tellement décrié par tout un tas de gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, on pourrait dire la parole, c'est le monde dans lequel on vit tous les uns les autres, bébés, parents, mais aussi alter ego dans notre société contemporaine. Et notre responsabilité pour autrui, comme disait Lévinas, c'est de, rencontrant le visage en souffrance de l'autre, de lui adresser des paroles pour qu'il se sente accepté, accueilli, admis dans la communauté des êtres paroliers. Et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental dans l'exercice de non seulement la psychiatrie, mais de l'éducation, de la pédagogie, de la justice, de tout ce qui font les métiers de relations aujourd'hui. Et il serait très intéressant que les politiques s'en inspirent davantage pour l'exercice de leur propre mandat. Parce que je rappelle que ça n'est pas une profession d'être un politique, c'est à un moment donné d'être le représentant du peuple. Et ça, je crois que c'est une dimension qui est beaucoup trop oubliée par beaucoup trop d'entre eux. Oui, alors merci. Une dernière question, Pierre. On a beaucoup utilisé, vous avez beaucoup utilisé le terme d'accueil, qui est essentiel en psychothérapie institutionnelle. Aujourd'hui, on mélange tout, admission, accueil. Vous allez à n'importe quelle administration ou un hôpital public où il y a marqué accueil, il y a une personne en blouse blanche devant un ordinateur à qui vous vous adressez. C'est pas de l'accueil, ça. Bon. Donc, l'accueil suppose deux choses, c'est la rencontre, vous avez dit, et la parole. Mais la parole, elle est souvent aujourd'hui valorisée et déformée en communication. Il suffit de communiquer une information à l'autre, quel qu'il soit, et on estime qu'on a parlé. Or, Jean-Henri a attaché beaucoup d'importance à ce qu'il appelait les espaces du dire, en reprenant d'ailleurs cette expression à Lévinas, justement. Et est-ce que ce ne serait pas une des tâches d'aujourd'hui, à l'hôpital, à l'école ou ailleurs, de favoriser l'éclosion d'espaces du dire? Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Oui, c'est vrai que on voit bien que cette idée de mettre en place des espaces du dire, c'est tout à fait essentiel. Et c'est l'occasion pour moi d'opposer deux manières d'être au monde qui sont très, très caricaturées ces temps-ci. On pourrait dire que, et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de choisir son camp, il est très utile d'avoir les deux modalités d'être au monde, que je vais détailler un peu. Mais il ne faut pas les utiliser dans n'importe quelle circonstance. On pourrait dire le monde de l'a priori. Je prépare un protocole pour que le traitement de tel cancer se produise de telle manière, puisque statistiquement, on a assisté à la guérison d'un certain nombre de ces patients en suivant telle méthode. Donc, j'ai un protocole a priori pour que ce nouveau patient qui a cette maladie puisse en bénéficier et suivre son protocole. Donc, je sais déjà avant ce qu'il faut que je fasse pour que le patient puisse bénéficier de ce protocole. Mais il y a un problème qui se pose dans tout
on pourrait dire, les situations dans lesquelles c'est la relation qui prime. Eh bien, un enseignant, un juge, un soignant se trouve dans une situation dans laquelle, a priori, il ne peut pas, on pourrait dire, juger de ce qui va se dérouler dans l'expérience partagée au cours de la rencontre. Donc, là, on est dans une logique que je propose d'appeler la logique de l'a posteriori. Ce n'est que parce que j'ai traversé une expérience avec quelqu'un, que je sois enseignant, soignant, juge, que je vais pouvoir en tirer a posteriori les enseignements qui vont me permettre de l'aider. Et donc là, cette logique-là, on voit bien que c'est une logique qui ne peut pas se passer de l'expérience partagée. Et à ce moment-là, on retombe sur la question que vous posez, cette expérience partagée, pour que je puisse en tirer toute la substantifique moelle qui va me permettre d'aider celui avec qui je partage l'expérience, eh bien, je suis obligé de consacrer beaucoup d'énergie à la manière dont je vais accueillir cette personne qui a besoin de partager cette expérience avec moi. Et évidemment, cet accueil et cette parole que je vais, on pourrait dire, mettre à la disposition de l'autre, c'est une parole et un accueil qui sont des fonctions, on pourrait dire, essentielles pour la rencontre avec l'autre. C'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir tenir le plus grand compte de la singularité de l'autre. Hein. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que, au fond, Oury avait compris depuis très longtemps. Et quand il propose ces espaces du dire sur le, on pourrait dire sur le modèle lévinassien, eh bien, c'est quelque chose qui est une sorte de un dispositif qui comporte des conditions de possibilité dans lesquelles l'autre va pouvoir exprimer ce qui est sa singularité. Et en aucun cas, je peux me dire, vous allez pouvoir me dire telle ou telle chose parce que c'est ça votre singularité. Avant de le rencontrer, je ne le sais pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui proposer un dispositif dans lequel il va pouvoir laisser émerger ce qui est sa singularité. D'un certain point de vue, ça me permet de reprendre une image que Torubia utilisait souvent. Il opposait, on pourrait dire, le puzzle, c'est-à-dire une image découpée dans laquelle on retrouve les différentes images complémentaires et on les met ensemble et ça fait l'image que le puzzle permet de faire apparaître. Il opposait ça avec le pouce-pouce, c'est-à-dire ce petit jeu que les enfants utilisent, qui est un ensemble de lettres, mais qui ne fonctionne que s'il y a une case de vide. Si toutes les cases sont pleines, on ne peut pas déplacer les cases. S'il y a une case de vide, alors on peut déplacer les cases et on va pouvoir permettre à celui qui l'utilise de faire le mot qui va permettre de dire quelque chose. Eh bien, on pourrait dire l'espace du dire, c'est une sorte de pouce-pouce, c'est-à-dire un dispositif dans lequel on aide l'autre à faire apparaître ce qui est sa singularité. Et on voit bien que cette logique-là est une logique qui peut fonctionner que dans la posteriori. Alors on pourrait dire, c'est pour ça que j'insistais sur la complémentarité, il faut qu'il y ait des dispositifs qui soient proposés a priori, ça c'est la logique de l'a priori, mais la lecture de ce qui se passe dans ces dispositifs de l'a priori n'est pas possible sans l'expérience partagée dans l'a posteriori. Et c'est là où on pourrait dire la complémentarité entre toutes ces sciences cognitives, etc., peut être intéressante à la condition qu'on puisse laisser apparaître aussi toutes les logiques de ce que j'appelle aujourd'hui la psychopathologie transférentielle. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui permet que les dispositifs ne soient pas des dispositifs d'asservissement de l'humain qui doit suivre le protocole, mais soient des logiques qui permettent que l'humain émerge de ces protocoles de l'a priori pour livrer son message, qui est un message qui est toujours singulier. Et je crois que, au fond, l'espace du dire est un espace qui pourrait être généralisé dans nos mondes d'aujourd'hui, car il permettrait à chacun de se sentir aidé par la démocratie qui propose des dispositifs à dire ce qu'il a à dire en tant que sujet de cette démocratie aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous manque singulièrement dans notre monde contemporain et pour lequel je crois que nous pourrions assez facilement pouvoir retricoter des éléments qui permettent de le rendre possible à nouveau.
Merci beaucoup, Pierre de Dion, pour cet entretien et ces propos forts et émouvants, si je puis dire. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous remercie et nous aurons encore l'occasion de nous rencontrer et donc aussi dans une autre édition de Cité Philo qui se passera, j'espère, à l'air libre, si je puis dire. Merci Pierre. Au revoir. Au revoir.